Pendant le dîner, devant le figuier, la conversation fut passionnante. Mon père, enfant des villes et prisonnier des écoles, n'avait jamais tué ni poil ni plume. Ouais, l'oncle Jules avait chassé depuis son enfance. Et il n'en faisait pas mystère. Dès le potage, ils se mirent à parler du gibier. Que croyez-vous que nous allons trouver dans ces collines demanda mon père. Je me suis renseigné au village, dis donc. On vous a sûrement donné des faux renseignements, répliqua mon père, car ces paysans sont jaloux du gibier. Mon oncle fit un sourire malin. Bien sûr, dit-il, mais je n'ai pas avoué que nous allions chasser. J'ai simplement demandé quelle sorte de gibier il pourrait nous vendre. Ça, c'est de la malice, dit mon père. J'admire cette ingéniosité, mais il me semblait qu'elle était contre nos principes. Et que vous ont-ils proposé? D'abord, des petits oiseaux. Des tout petits demanda ma mère choquée. Eh oui, dis donc, ces sauvages tuent tout ce qu'ils veulent. Pas de papillons, dit Paul. Ah non, les papillons, c'est réservé aux garçons. Mais ils tuent même les fauvettes. Ce sol est bien ingrat, dit mon père. Que peut-on récolter sans eau? Dans l'ensemble, ils sont vraiment très pauvres. Et la chasse les aide à vivre. Ils vendent des gros oiseaux et ils mangent des petits. Sans compter, dis donc, qu'une belle petite brochette de bec-figue. En tout cas, s'écriait ma tante, je te défends bien de tuer des canaris. Ni les canaris, ni les perroquets, c'est juré. Mais les culs blancs et les ortolans. Les ortolans, c'est délicieux, dit ma mère. Et les grives, dit l'oncle en clignant d'un œil. Vous permettez les grives? Oh oui, dit ma mère. Joseph sait les faire à la broche. Nous en avons mangé l'année dernière à la Noël. Moi, dit Paul, avec feu, quand je vois une grive, je la mange toute, mais pas les becs. Ensuite, dis donc, je crois que nous pouvons compter sur des lapins. Oh oui, dis-je, il y en a même près de la maison. Ils font leur cabinet près du gros amandier. C'est plein de pètes. Pas de gros mots, dit ma mère sévèrement. Ensuite, poursuivons, nous rencontrons sûrement des perdrix. Et qui plus est, des perdrix rouges. Toutes rouges, dit Paul. Non, elles sont marrons, la gorge noire avec des petites pattes rouges et des belles plumes rouges aux ailes et à la queue. Ça ferait bien des chapeaux indiens. Ensuite, dis donc, on m'a parlé de lièvres. Pourtant, dit mon père, François m'a affirmé qu'il n'y en avait pas. Offrez-lui donc 6 francs par lièvre et vous verrez qu'il vous en apportera. Il les vend 5 francs à l'auberge du Pitchouris. J'espère que nos fusils nous épargneront le chagrin de les payer. Ça, dit mon père, ce serait beau. Je conviens que c'est un joli coup de fusil, mon cher Joseph, mais il y a mieux. Dans les ravins de Taomé, il y a le roi des gibiers. Et quoi donc? Devinez, dis donc. Des éléphants, s'écria Paul. Non, dis donc. Mais devant la description du petit frère, il ajouta: je ne crois pas qu'il y ait d'éléphants, mais après tout, je ne suis pas sûr. Allons, Joseph, faites un petit effort. Le gibier le plus rare, le plus beau, le plus méfiant. Le gibier qui est le rêve du chasseur. J'intervins. De quelle couleur c'est? Brun, rouge et or. Des faisans, s'écria mon père. Mais l'oncle disant, nom de la tête, ajouta: le faisan est assez beau. Je vous l'accorde, mais il est bête. Et au départ, il est aussi facile à tirer qu'un cerf-volant. Du point de vue du gourmet, sa chair est dure et son goût. Pour le rendre à peu près comestible, il faut le laisser se faisander, c'est-à-dire se pourrir. Non, le faisan n'est pas le roi des gibiers. Alors, dit mon père, quel est donc le roi des gibiers? L'oncle se leva, les bras en croix, et dit: la Bartavelle. Pour prononcer ce nom, il avait éclairci sa diction, tout en ouvrant les yeux émerveillés. Cependant, l'effet qu'il attendait ne se produisit pas. Mon père demanda: qu'est-ce que c'est? L'oncle se fut mûrement décontenancé. Vous voyez, s'écria-t-il d'un ton satisfait, ce gibier est si rare que Joseph lui-même n'en a jamais entendu parler. Eh bien, la Bartavelle, c'est la perdrix royale. Et la plus royale des perdrix, car elle est énorme et rutilante. En réalité, c'est presque un coq de bruyère. Elle vit dans les hauteurs, dans les vallées rocheuses.
Mais elle est aussi méfiante qu'un renard. La compagne est toujours deux sentinelles. Il est très difficile de l'approcher. Moi, je sais comment faire, dit Paul. Je coucherai à plat ventre et je glisserai comme un serpent sans respirer. Voilà une bonne idée, dit l'oncle Jules. Dès que nous verrons des Bartavel, nous viendrons te chercher. Vous en avez tué souvent demanda ma mère. Non, dit l'oncle d'un air modeste. J'en ai vu plusieurs fois dans les Basses-Pyrénées. Je n'ai pas eu l'occasion de les tirer. Mais qui vous a dit qu'il y avait des Bartavel dans le pays? C'est un vieux braconnier qui s'appelle Mont Parpillon. Je demandais, c'est un noble? Oh, je ne crois pas, dit mon père. Ça veut dire Edmond des Papillons. Ce nom me ravit. Le premier de rendre visite au mystérieux seigneur. En a-t-il vu demanda mon père. Il en a tué l'année dernière. Il a porté en ville, on lui a payé 10 francs. Mon Dieu, dit ma mère, en joignant les mains. Si vous pouvez ramener un par jour, moi ça m'arrangerait bien. Ce n'est pas seulement le rêve des chasseurs, dit mon père. C'est aussi la chimère de la ménagère. Ne parlez pas de Bartavel, mon cher Jules. Je vais en rêver cette nuit, et ma chère femme en perd la raison. Ce qui m'enduit, dit la tante, c'est que d'après la bonne, il y a des sangliers. Des sangliers, dit ma mère inquiète. Eh oui, dit l'oncle en souriant. Des sangliers. Mais rassurez-vous, ils ne viendront pas jusqu'ici. À plus fort de l'été, quand les sources sont à sec, que dans la chaîne de Sainte-Victoire, ils descendent la petite conque du puits du Mûrier, la seule source de la région qui ne se tarit jamais. L'année dernière, Baptista en a tué 2. Mais c'est effrayant, dit ma mère. Pas du tout, dit donc Joseph, rassurant. Le sanglier n'attaque pas l'homme. Il le fuit, au contraire, de très loin. Et puis, il faut une grande précaution pour l'approcher. Comme les Bartavel, s'écria Paul. Au moins, dit donc, d'un ton grave, qu'il ne soit blessé. Et vous croyez qu'il peut tuer un homme? Fichtre, s'écria l'oncle. J'avais un ami de chasse, qui s'appelait Malbousquet. C'était un ancien bûcheron qui était devenu manchot à la suite d'un accident. Travail. Qu'est-ce qu'un manchot demanda Paul. C'est quelqu'un qui n'avait plus qu'un bras. Alors, comme il ne veut plus manier sa cognée, il s'était mis braconnier. Avec un seul bras, dit Paul. Eh oui, avec un seul bras. Et je te garantis qu'il dirait juste. Il ramenait tous les jours des perdrix, des lapins, des lièvres, qu'il vendait en cachette au cuisinier du château. Et bien un jour, Malbousquet s'est trouvé nez à nez avec un sanglier. Une bête pas très grosse, 70 kilos exactement, car nous l'avons pesé après. Eh bien, Malbousquet s'est laissé tenter. Il a tiré, et il ne l'a pas manqué. Mais la bête a eu la force de le charger, de le renverser et de le mettre en pièces. Oui, en pièces, répéta mon oncle. Quand nous l'avons trouvé, nous avons d'abord vu au milieu du sentier un long cordon jaune et verdâtre, qui avait fait bien 10 mètres de long. C'était les tripes de Malbousquet. Ma mère et ma tante poussèrent des « Oh !» écurés, tandis que Paul éclatait de rire et battait les mains. « Jules, dit ma tante, tu ne devrais pas raconter ça devant les enfants. »« Au contraire, dit mon père. Il voyait une valeur éducative dans toutes les catastrophes. C'est excellent pour leur gouverne. Il est bon qu'ils sachent que le sanglier est un animal dangereux. Et si par miracle vous en voyez un, grimpez immédiatement à l'arbre le plus proche. Joseph, dit ma mère, tu vas me promettre que toi aussi, tu monteras sur l'arbre et sans tirer un seul coup de fusil. Il ferait beau voir, sera l'oncle. Je vous ai dit que Malbousquet n'avait pas de chevrotine. Mais nous en avons. Il alla chercher dans un tiroir une poignée de cartouches. Il posa sur la table. Elles sont plus longues que les autres, parce que j'ai mis double charge de poudre, dit-il. Avec ça, l'animal reste sur le carreau, à condition, ajouta-t-il, en se tournant vers mon père, de tirer à défaut de l'épaule gauche. Faites attention, Joseph. J'ai dit gauche. Mais, dit Paul, s'il part en courant, tu ne vois plus ses fesses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien de plus simple. Et ça m'étonne que tu l'aies pas deviné. On lui tire dans la fesse gauche.
Pas du tout, dis donc. Suffit de savoir que le sanglier aime beaucoup les truffes. Et alors demanda ma mère, très intéressée. Voyons, Augustine, dis donc. Vous vous penchez pour votre côté gauche et vous criez le plus fort vers la gauche. Ah, la belle truffe! Alors le sanglier séduit se retourne et puis vote sur sa gauche. Et vous pressez son épaule et vous présente son épaule gauche. Ma mère éclata de rire avec nous. Mon père sourit et puis Paul déclara: J'ai dit ça pour rire, hein! Mais il ne riait pas lui-même, car il était sûr de rien.